en zone euro. Et on va continuer à parler de monnaie avec toi, Léa Ducré. Tu as trouvé le moyen de concilier la question du revenu universel et des crypto-monnaies. C'est exactement ce que souhaitait notre socio Bruno Gassio le soir de notre lancement le 15 janvier dernier. Oui, et j'ai découvert ça en jouant à un jeu de société. Ça joue au Monopoly en fait, c'est ça? C'est l'idée, mais c'est pas tout à fait le même jeu. Ça s'appelle Geoconomicus et l'objectif, c'est de comprendre l'influence de la création monétaire sur les échanges humains. La question, c'est en gros, selon la monnaie que l'on utilise, est-ce qu'on se crêpe le chignon ou est-ce que l'on s'entraide? Est-ce qu'on écrase le plus petit ou est-ce que l'on coopère? Ça se joue en deux parties avec deux types de monnaies différentes. Dans la première partie, la création monétaire fonctionne plus ou moins comme dans notre société. C'est-à-dire comment ça fonctionne dans notre société? Qui crée la monnaie? Alors aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui crée la monnaie et ce n'est pas non plus les banques centrales. Enfin, pas principalement. C'est bien la BCE qui est la seule à pouvoir imprimer les billets et à frapper des pièces, mais cela ne représente que 10% des liquidités en circulation. Pour l'essentiel, ce sont les banques commerciales comme la BNP, le CIC, la Société Générale qui créent la monnaie. Mais elles peuvent créer de la monnaie comme ça, comme bon leur semble. Alors c'est un petit peu plus encadré que ça. Si par exemple je veux acheter une voiture, il me faut environ 10 000 €. Je vais demander à ma banque de me prêter cet argent. Et là, elle va procéder à un petit jeu d'écriture. Elle va inscrire la somme sur mon compte en fait. Et aussi simplement que ça, elle a créé la monnaie. Elle n'a pas pris cet argent sur le compte d'autres clients ou sur ses fonds propres. En fait, c'est une simple inscription électronique sur laquelle elle percera des intérêts. Cette monnaie, elle peut la créer parce que je m'engage à travailler pour la rembourser. Et la grande majorité de l'argent qui circule dans le monde, c'est ça, c'est de la dette. Et c'est exactement ce qui se passe dans le Geoconomicus. Les joueurs doivent tous emprunter à la banque pour pouvoir acheter de la nourriture. Et au fil du jeu, nous remboursons la banque avec des intérêts. Mais très vite, il faut emprunter à nouveau pour que l'argent continue de circuler. On regarde. Tout le monde est prêt? Oui. J'achète DMFE. La banque nous donne de l'argent, voilà, donc on contacte des crédits auprès de la banque. Et donc c'était assez stressant parce qu'effectivement, on était tous en compétition les uns contre les autres. J'ai fini par être surendetté et je me suis retrouvé à repartir de zéro. Donc à ce moment-là, oui, c'était très compliqué. En fait, repartir de zéro quand il y a déjà des riches, on se rend compte que c'est très très dur. Ça s'est bien passé pour moi. J'ai essayé de ne pas emprunter. Et donc on a vu effectivement en jouant que la banque s'accaparait tous les revenus et qu'on se retrouvait sans rien, quoi. La monnaie devient de plus en plus rare. Donc on se retrouve tous en quelque part en crise de paiement et il y en a quelques-uns qui s'en sortent. On a joué au jeu du capitaliste, j'ai envie de dire. On a appris à vivre dans notre société actuelle. Ce qui était marrant, c'est de voir qu'il faut attendre plusieurs galères pour pouvoir relancer en fait un système d'entraide. C'est un peu le Titanic. Quelques chaloupes et beaucoup de noyés, quoi. Beaucoup de noyés, c'est vachement marrant ton jeu. C'est un peu comme dans la vraie vie en fait. Oui, alors pour la petite histoire, c'est un système qui m'a pas vraiment réussi parce que j'ai fini par mourir en prison et criblé de dettes. C'est super, c'est vraiment bien. C'est dans la deuxième partie que ça devient vraiment intéressant. On y joue avec un autre type de monnaie, la monnaie libre. Dans ce système, il n'y a pas de banque et pas de dette. Mais alors, comment on crée la monnaie? Eh bien, on reçoit tous la même somme tous les jours. Une sorte de revenu universel, quoi. En quelque sorte. Et tout l'argent qui circule n'est créé que via ce système de versement universel. Il faut bien comprendre que personne ne paye véritablement pour ça. L'argent appartient à tout le monde. On le sent tout de suite, l'ambiance est radicalement différente. Je peux te vendre 2 J. Ah bah moi je veux bien. 2 J et je te donne un bleu et un rouge. Voilà. Merci. Là où dans le premier jeu, on était vraiment très très stressé parce qu'il fallait rembourser ses intérêts à la banque, dans celui-là, on joue, quoi. On est tous dans le même bateau quelque part
Et on est moins dans cette impression de se tirer les pattes et de devoir tirer la couverture à soi. C'était beaucoup plus collaboratif. Ça facilitait l'esprit de collaboration, en fait. On a commencé à s'entraider, il y en a qui ont commencé à faire chercher pour d'autres. Ah mais il faut ça, attends, mais c'est comme si c'était devenu un projet d'équipe et plus trop un projet personnel. En fait, la conscience globale, lorsqu'on est dans la deuxième partie en mode monnaie libre, est plus large. Donc, on pense à l'intérêt général. Et est-ce que là, tu as aussi terminé en prison ? Non, je m'en suis même plutôt bien sortie pour tout te dire, mais je n'étais pas la seule. À la fin du jeu, on a analysé les résultats entre les différents joueurs. Gérard Meunier, organisateur du jeu, nous les a décryptés. D'après les résultats que nous avons eus ce soir, donc on fait les comparatifs et on voit qu'avec la monnaie libre, on arrive à produire beaucoup plus de valeur. Donc l'économie marche mieux et qu'en plus, elle est plus égalitaire dans la mesure où les participants donc, produisent plus de valeur que dans l'économie que nous connaissons. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le rôle de la banque aussi, qui disparaît dans la monnaie libre, et qui, dans la monnaie dette, est quand même l'acteur qui gagne le plus dans les échanges. Alors c'est intéressant, mais ça reste qu'un jeu. Eh bien non, la monnaie libre aujourd'hui, ce n'est pas qu'un simple jeu de société, elle existe sous forme de crypto-monnaie, comme une sorte de bitcoin alternatif si vous voulez, ça s'appelle la June et le principe est le même que dans le jeu. Si vous rejoignez le réseau, vous recevez chaque jour 10 unités. C'est un revenu régulier que tout le monde perçoit. Et ça vaut combien d'euros 10 unités de June par exemple ? Alors le change entre les euros et les Junes n'est pas encore fixé. Donc les prix se négocient, ils sont fixés un peu en fonction des critères de chacun. Pour le moment, on peut acheter des tomates à Bruxelles pour 5 Junes le kilo, un menu pour 400 Junes à Nantes ou encore des cours de maths pour 25 Junes. Pour que les choses se stabilisent, il faut encore que le réseau se développe. La June n'a vu le jour qu'au mois de mars dernier. Alors certes, ils ne sont que 600 à l'utiliser pour l'instant, mais ce qui nous montre surtout, c'est que la monnaie n'est pas un simple moyen de commercer, c'est un facteur qui peut nous permettre, nous citoyens, de reconfigurer notre monde. Un peu comme les monnaies locales en fait. Bien sûr. La June, ce n'est pas la seule monnaie alternative qui existe. Elles ont toutes leurs particularités et leurs intérêts particuliers. Ce qui importe vraiment, c'est de questionner la nature même de la monnaie et de son rôle dans nos sociétés. Plus on arrête de penser à elle comme quelque chose d'immuable, plus on réalise que finalement, en choisissant la monnaie que l'on utilise, on choisit le monde dans lequel on souhaite vivre. Voilà, merci à Victor Faubert pour les images et Christine Bonnet pour le montage.